Ah, ça, c'est M. Carney dans un voyage de 2 jours au Mexique. Question que tu poses, est-ce qu'une entente Canada-Mexique est imaginable sans Trump, sans les États-Unis? Ben, tu sais, la question, qu'est-ce que ça veut dire, une entente Canada-Mexique? Je veux dire, c'est une très petite proportion de nos échanges étrangers et vice-versa. Hein. Nous, c'est notre 3e partenaire après les États-Unis et la Chine. Pour le Mexique, on est le 5e partenaire en importance. Donc, c'est important, là, mais tu sais, ça reste des pays qui ont certaines choses à échanger, mais pas tant que ça. Je veux dire, nous, ce qu'on cherche, c'est notamment... C'est surprenant que le commerce ne soit pas plus développé avec une entente de libre-échange. Là. Oui, mais c'est loin. C'est ça. Puis c'est pas un pays riche. Qu'est-ce que tu veux leur vendre? Du bois d'œuvre, peut-être? Une coupe d'affaires abordable. Quand même un pays de plus en plus riche là, qui se développe. Oui, mais per capita, c'est un pays qui est une fraction de la richesse du Canada. Fait que c'est sûr qu'on va pas aller leur vendre là, des affaires super sophistiquées, puis des navettes spatiales, puis des affaires qu'on fabrique de très, très haut vol. On peut leur vendre des avions, là, C-Series A220, mais bref. Écoute, il y a cette entente qui est une entente. Il y a comme une déclaration d'intention, dans le fond, là, qui est survenue suite à la visite de Mark Carney. Visite de 24 heures, hein, tu dis 2 jours, là, mais c'était bien tassé. Sur 2 jours. Sur 2 jours. Il a couché là. Il a couché, c'est ça, une nuitée, comme on dit. Et donc, l'intention est bonne, puis encore une fois, il faut voir, mais je pense qu'on est plus dans le registre d'un alignement pour faire face que dans une véritable intention de vraiment intégrer beaucoup le Canada et le Mexique. Je veux dire, les deux parties disent qu'on va construire des ports là, pour justement s'envoyer des bateaux sans passer par les États-Unis. Tout ça est bien beau, mais ça reste qu'il y a comme une grosse patente au milieu qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, qui est un marché de 350 millions de personnes. On veut plus laisser Trump jouer l'un contre l'autre. Là. Dire une chose au Mexique, une autre au Canada. Mais comme tu le sais, n'importe quel fin négociateur, puis je sais pas si Donald Trump en est un, puis si son entourage en sont particulièrement, mais moindrement ils vont trouver des façons de nous diviser, ils vont trouver les affaires sur lesquelles le Canada et le Mexique sont en désaccord, puis ils vont picosser là-dessus. Ils vont faire à l'un une offre qu'on peut pas trop refuser pour se tourner vers l'autre. C'est la théorie, le dilemme du prisonnier, là, comme on dit en économie. C'est sûr que tu es toujours avantagé de faire un choix qui est à ton intérêt. Tu finis par abandonner l'autre. Puis un résultat qui est perdant-perdant, finalement, souvent à cause de ça. Fait qu'il faudra voir, mais je sens que Mme Sheinbaum et M. Carney s'entendent bien, voient d'un même œil là, la situation, sont plus rationnels, évidemment, que M. Trump. En privé, sans aucun micro, ils ont dû parler de Donald un petit peu. Là. Tu penses? Tu penses, oui. Tu penses. Deuxième poursuite là, contre Live Nation, qui est la maison mère de Ticketmaster. L'an dernier, on était encore sous M. Biden, donc Merrick Garland, qui était à l'époque le patron de la Federal Trade Commission, avait intenté un recours, puis l'objectif, puis c'est toujours là, ces procédures-là sont toujours en cours, l'objectif étant de briser là, carrément Live Nation, puis de les obliger à vendre Ticketmaster, qui est la plateforme qui fait la billetterie. Parce qu'Isabelle, t'en parles, c'est comme un monopole, la vente de billets. Là. C'est épouvantable, les prix, c'est compliqué, ça On dirait que personne n'aime Ticketmaster. Personne n'aime, mais c'est la seule alternative, puis t'es un centre Bell ou une grande salle de spectacle, tu vas te faire affaire avec une petite plateforme de billetterie là, patentée. Ça serait plus simple. Ça serait plus simple, mais encore une fois, du côté de gestion de millions de connexions. Là, quand, surtout si tu fais un spectacle au Centre Bell, tu vas peut-être vendre des billets à des gens de Boston. Il y a 40 000 places. Tout le monde se connecte dans la même minute. Tes serveurs ont intérêt à être faits solides. Puis ça, c'est juste des assez gros joueurs qui ont les capacités de faire ça. Fait que, d'une façon ou d'une autre, ils se sont retrouvés par acquisition, en convainquant, en étant le plus gros joueur, à convaincre pratiquement toutes les grandes salles de spectacle de faire affaire avec eux. Mais Live Nation, en plus, c'est un promoteur de spectacle. Ils détiennent certaines salles aux États-Unis. Et donc là, c'est carrément dans une situation où nous, comme consommateurs, comme acheteurs de tickets, on sent qu'on se fait un peu leurrer. Donc, il y avait eu cette tentative de briser le monopole l'année dernière. Mais là, la nouvelle, c'est qu'hier, la FTC, sous M. Ferguson, donc qui a remplacé M. Garland donc à la tête de FTC, ils intentent une deuxième poursuite contre Ticketmaster. Et là, on parle pas tellement de la situation monopolistique que sur les pratiques. Ils dissimulent des frais cachés. Ils encouragent les scalpers à revendre et ils se refont un frais à nouveau quand il y a de la revente de tickets. Et donc, ultimement, ils lèsent autant les consommateurs que les artistes, qui finalement n'ont pas la pleine mesure là, du produit de la vente. Puis dans le cas des consommateurs, les billets sont tellement chers pour les grands spectacles.
T'as pas besoin d'un gros pourcentage de crosse, là, bon québécois, pour aller chercher des sommes, des billets à 3, 4, 500 piastres. Paul McCartney à 5 000. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, encore une fois, ils se graissent la patte, eux, à chaque passage à go, là, tu sais. Fait qu'ultimement, c'est une drôle de façon de faire, effectivement, de leur part. Et donc là, c'est comme deux poursuites sous une administration démocrate, sous une administration républicaine. Donc, ça va pas super bien pour cette entreprise-là. Il y a François Legault qui a dit on veut moderniser les syndicats, ou qui a quasiment dit on veut s'attaquer aux syndicats. Le ministre Jean Boulet semble aller dans le sens que préparez-vous à ça. C'est la question de la transparence là, des dépenses syndicales. Exactement. Ben là, il faut dire que, puis, tu sais, M. Boulet, là, qui lui reste jusqu'aux élections, là, à peu près moins d'un an. Là, ouais, puis là-dedans, il y a Noël, il y a l'été. En fait, ça finit en mois de juin. Et donc, il doit avancer rapidement. Il y a 2 projets de loi. Et donc, celui là, dont je voulais te parler, c'est le projet de loi 101, là, à ne pas confondre avec la loi 101. C'est un projet de loi, effectivement, qui vise à ce que les syndicats aient l'obligation de fournir les états financiers et les informations pertinentes à leurs membres dans un délai rapide et sans aucun chichi. Il y a ces histoires là, récentes de gens, membres de syndicats, qui ont dû aller en cours carrément pour pouvoir obtenir certaines informations concernant cet organisme dont ils sont membres, des comptes de dépenses. Et donc là, ultimement, ben, c'est vrai que quand tu fais partie d'une association, que tu y cotises de manière obligatoire, la moindre des choses, ça serait qu'il y ait une reddition de compte envers toi. Les syndicats ont quand même un bon point, c'est-à-dire si tu peux, si ils sont obligés de diffuser ça à n'importe qui, ben, ça va se retrouver dans le domaine public. Là. C'est sûr que si chaque membre peut avoir, ben, t'es à un forward d'envoyer ça à un journaliste ou à un concurrent, ça va encourager ce qu'on appelle le maraudage entre les syndicats, notamment dans la construction où on se vole des membres là, à chaque renouvellement. Puis l'autre affaire, ben, c'est que c'est sûr que si tu peux dévoiler, si tu as l'obligation de dévoiler toutes tes informations, oui, pour les comptes de dépenses, mais pour ce qui est des réserves, pour ce qui est de certaines données financières stratégiques, ben là, quand tu t'en vas vers éventuellement un mandat de grève, ça donne un peu des arguments à la partie patronale. Pour voir combien tu as de fonds de grève. C'est ça. Donc là, c'est juste que quand tu as une cotisation obligatoire, là, même l'employé qui ne veut pas cotiser par la formule REND, la cotisation est prise sur sa paye. Ça vient avec des obligations, à mon avis, de transparence. Voilà. Là, mais donc, M. Boulet est vraiment là, sur une trajectoire de conflit ouvert avec les syndicats. Tu te rappelles qu'il y a aussi le projet de loi 89, je pense. Sur le limiter le droit de grève, c'est ça. les fait services que, là, dans la essentiels. Prochaine année, ça va chauffer. Je ne sais pas comment les syndicats vont réagir, mais le ministre, là, vraiment, veut finir son mandat avec un petit feu d'artifice. Oui, merci Francis.